Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon lundi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à la co-animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. On annonce quand même du beau temps cette semaine, hein? C'est de valeur quand ça arrive la semaine. Ben, c'est tout le temps ça, hein. On en a profité un petit peu hier aussi, c'était quand même assez beau, entre autres pour les activités du côté du touch football. Il y avait un tournoi hors saison cette fin de semaine. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui sont allés à Beauce-Carnaval aussi, oui, qui en ont profité. Hein, il y en a qui en ont profité hier. D'habitude, il pleut à Beauce-Carnaval, mais là, c'est passé, des températures plus chaudes. On a une émission assez variée et avec beaucoup d'entrevues encore ce midi. On va parler santé en début d'émission avec le président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux, notre réseau de la Côte-Nord. Il répond entre autres aux critiques des maires. On s'en souvient, il y a quelques jours à peine, là, les maires critiquaient un peu la gestion du réseau de la santé dans notre région, le manque de transparence. Alors, Denis Mious sera avec nous en direct à 12h15 à Côte-Nord Attitude. On va aussi parler de l'éco-patrouille. Il y avait le lancement vendredi à la MRC de Sept-Rivières. On a plein de nouvelles recrues cette année à l'éco-patrouille. Puis des nouvelles activités, entre autres. Oui, ils veulent être présents plus que jamais sur le terrain, hein, je pense. Oui, on prend le porte-à-porte, entre autres. On va aller direct vers les citoyens dans plusieurs foyers à Sept-Îles, Port-Cartier, Ouachat et Maliotenam. On va en parler vers 12h25. Tania Band va être avec nous par téléphone. Elle est responsable de l'éco-patrouille du côté de Port-Cartier. Et Rose Senneville va venir nous voir en studio pour nous parler de tout ce qui est prévu du côté de Sept-Îles. Elle est responsable de l'équipe à Sept-Îles, la brigade écologique. C'est la 12e édition. Ça fait 12 ans que ça existe, l'éco-patrouille de la MRC de Sept-Rivières. On va parler de Bibite aussi. J'ai parlé avec un spécialiste ce matin, Christian Hébert. Il était chez nous il y a un an à peine. Hein? On se souvient qu'il y a eu une grosse réunion internationale de tous les spécialistes sur les insectes ravageurs, là, les insectes nuisibles, principalement la tordeuse d'épinette, des bourgeons de l'épinette. Christian Hébert a publié un livre avec d'autres chercheurs. Lui, il est à l'emploi de Ressources naturelles Canada. Il est l'auteur de ce livre sur les insectes des arbres du Québec. On s'est intéressé à 150 espèces en particulier. C'est toi qui disais la semaine dernière, hein, qu'on allait avoir une grosse été de bibites. Ben, supposé avoir plus de mouches cet été à cause de toute la pluie qui est tombée au printemps, le niveau des lacs qui est plus élevé aussi, puis ça favorise les bébés mouches finalement. C'est là où ils se développent. J'aurais bien aimé que le spécialiste midi nous dise que c'est pas vrai, mais malheureusement, il va falloir vivre avec. Il confirme cette information-là, scientifique d'ailleurs. Donc, Christian Hébert, spécialiste des bibites et auteur de Insectes des arbres du Québec, sera avec nous en entrevue à 12h40. Valérie, en fin d'émission, on a notre chronique La nouvelle d'intérêt. Oui, tout à fait, avec Steve Chappado, bien sûr, de la Caisse d'économie des mines, métaux et services publics Côte-Nord. On va parler du ministre Pierre Arcan qui a fait plusieurs annonces dernièrement. Entre autres, la semaine dernière, on avait ce point sur le secteur minier. On attendait peut-être une plus grosse annonce. Avec Mine Arnaud, on avait les yeux tournés vers là. Mais en tout cas, on a quand même eu quelques avancées. Et également aujourd'hui, investissement de 5 millions pour Champion Iron. Il est du côté de Fermont, hein, si je me trompe pas. Aujourd'hui, le ministre Arcan. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? C'est quoi ces annonces? C'est quoi l'impact de ces annonces-là pour notre communauté? Donc, Steve Chappado va venir nous en parler en fin d'émission. À la nouvelle d'intérêt, c'est à 12h50 et on en parle aux actualités régionales de la visite présentement à Fermont du ministre Pierre Arcan. Notre bulletin d'information à l'instant. Actualité Pure FM. Ben oui, à Fermont ce matin, le ministre Pierre Arcan a annoncé une subvention totalisant 5,2 millions de dollars à Mine de fer Québec, la filiale de Champion Iron, vouée à la réouverture de la mine du lac Bloom. L'octroi permet la réalisation de 2 projets énergétiques à la mine de fer Bloom. Le premier projet vise le remplacement d'une chaudière vapeur fonctionnant au mazout. Le deuxième projet consiste à la mise en place d'un convoyeur aérien destiné au transport du minerai. L'initiative permet de réduire le nombre de voyages par camion.
Le ministre des Ressources naturelles, de l'Énergie, du Plan Nord et de la Côte-Nord poursuit ses visites dans le Nord du côté de Shefferville cet après-midi. Il dévoilera les détails d'un projet de mise à niveau du service de sécurité incendie. Les citoyens de Place McCormick à Port-Cartier, forcés de déménager par l'érosion des berges, espèrent un bon geste des élus municipaux. Ils souhaitent que l'on leur vende pour $1 les terrains où leur maison sera relocalisée. Le conseiller Alain Thibault du secteur Pentecôte a fait la suggestion lors de la rencontre avec le ministère de la Sécurité civile. Les 6 propriétaires concernés de Place McCormick ont été saisis de 2 options lors de cette réunion. Les citoyens de Place McCormick espèrent une décision favorable des élus de la ville de Port-Cartier ce soir. L'Éco-Patrouille a lancé vendredi sa saison 2017. 8 éco-patrouilleurs et 4 apprentis sillonneront les rues à vélo et visiteront des entreprises de Port-Cartier, Sept-Îles, Ouachat et Maliotenam. La brigade écologique compte 6 recrues. Elle prévoit rejoindre 6000 citoyens dans sa tournée estivale. Les éco-patrouilleurs commencent la saison avec la présentation d'une pièce de théâtre dans les écoles. Ils seront ensuite de retour en force avec des visites résidentielles de porte à porte. La 12e édition de l'Éco-Patrouille de la MRC de Sept-Rivières prévoit aussi une activité spéciale sur l'eau potable. On en parle avec les 2 responsables à Sept-Îles-Port-Cartier sur nos ondes vers 12h30. Les policiers de Québec ont repêché samedi le corps de Maximilien Frenette dans la rivière Saint-Charles. Le jeune homme de 19 ans, originaire de Sept-Îles, était disparu depuis 9 jours. Ses parents, Patrick Frenette et Marilyn Sandra Gagné, expriment sur Facebook des remerciements pour l'aide offerte par leur entourage au cours des derniers jours. Ils adressent aussi un message de paix à la mémoire de Maximilien. Ils demandent maintenant le respect de leur deuil. Les enquêteurs du service de police de la ville de Québec poursuivaient hier le travail sur le terrain pour recueillir des indices pour expliquer le décès du jeune homme. Une autopsie sera pratiquée en début de semaine. Les policiers n'écartent aucune hypothèse concernant les causes. 2 orignaux ont réalisé une escapade urbaine au centre-ville de Sept-Îles samedi. Un orignal aurait réussi à retourner en forêt et l'autre a été repêché dans le fleuve. Plusieurs citoyens ont aperçu une femelle près de la Caisse des Jardins, à Place de Ville et dans le stationnement du restaurant A&W samedi matin. Des agents de la faune, assistés des policiers de la Sûreté du Québec, sont intervenus lorsqu'un des orignals s'est retrouvé sur la rue Arnaud et dans les eaux de la baie de Sept-Îles. La bête est sortie de l'eau très affaiblie. Le Bella-des-Gagnés est encore incapable d'accoster dans certains ports de la Basse-Côte-Nord. Le navire de desserte maritime des villages non reliés par route n'a pas réussi à se rendre à Saint-Augustin et Blanc-Sablon. Des passagers et de la marchandise devaient être acheminés par avion de Tête-à-la-Baleine, mais un bris à l'appareil a causé un long retard. Un citoyen de la Basse-Côte-Nord, Gervais Malek, critique sévèrement toute la gestion des transports en Basse-Côte-Nord. L'inaccessibilité s'accentue avec les bris routiers, les échecs de la desserte maritime, l'incompétence des brise-glaces et le coût des avions et le coût des billets d'avion, selon lui. La garde côtière canadienne ne prévoit pas d'amélioration des conditions de glace entre Tête-à-la-Baleine et Blanc-Sablon lors des prochains jours. Le Bella-des-Gagnés s'est arrêté à la Tabatière et revient charger de la marchandise à Sept-Îles aujourd'hui pour repartir aussitôt vers Anticosti et la Basse-Côte-Nord. Il y a un forum économique qui se déroule aujourd'hui et demain à Ouachat. Selon Ken Rock, directeur de la Société de développement économique, le taux de chômage de 53% dans la communauté est inacceptable. Il rappelle que plus de 600 jeunes Inuits d'Ouachat-Macmaliotenam obtiendront des diplômes professionnels d'ici 10 ans. Le forum économique d'Ouachat-Macmaliotenam réunit les élus et les entrepreneurs autochtones pour discuter des relations avec la communauté de Sept-Îles, des opportunités d'affaires avec les compagnies minières, de l'industrie des pêches, du tourisme, des jeunes et des femmes entrepreneurs. Et Charles Paquette a terminé au 17e rang à sa première participation à la Coupe du monde de triathlon en Italie hier. Il a réalisé ses 3 épreuves en 56 minutes 9 secondes. L'athlète de Port-Cartier entreprend sa première année senior de brillante façon. L'an dernier, il a fini la saison avec le titre de vice-champion du monde junior. Le jeune homme de 19 ans poursuit son cheminement dans l'espoir d'une participation aux Jeux olympiques de 2020. Il revient au pays pour le triathlon d'Ottawa le 18 juin. Et voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On reçoit le président du conseil d'administration du Centre intégré de santé de la Côte-Nord, Denis Mious, dans quelques instants. Attitude.
Il y a un an, le Forum citoyen Sept-Îles 2016 donnait la parole aux citoyens afin de connaître leurs préoccupations sur la qualité de vie et le développement de la ville. Le 6 juin prochain à 19h à l'auditorium du Cégep de Sept-Îles, le comité de suivi du Forum citoyen et le conseil municipal de la ville de Sept-Îles vous convient à une soirée d'échange pour faire le point sur les orientations et les actions retenues. L'invitation est lancée. Bienvenue à tous. 70%? 70%. 70%? Oui, 70% sur une vaste majorité de lunettes en stock. La clinique d'optométrie Les Mérillons, anciennement les Barniques de Joséphine, liquide une partie de son inventaire pour faire place à ces nouveaux modèles de lunettes récemment arrivés. Apportez votre prescription ou prenez rendez-vous pour un examen de la vue et profitez de cette chance de vous offrir des lunettes à petit prix. Cette promotion prend fin le 30 juin 2017. Clinique d'optométrie Les Mérillons, 648 Boulevard Nord, 960-2425. Le camion plein à craquer de portes et fenêtres laissées au prix du manufacturier est de retour chez Ronan de Sept-Îles au 164 Napoléon de jeudi à samedi seulement. De plus, de jeudi à samedi, on paie l'équivalent des taxes chez Ronan Bois de construction de Sept-Îles et Port-Cartier sur la peinture et teinture extérieure Sico, les portes et fenêtres La Flamme, le revêtement de vinyle extérieur Mitten en commande spéciale et les bardeaux de toiture BP en stock. Venez en profiter. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, on a avec nous le président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Monsieur Denis Mious, bonjour. Bonjour. Denis, ça fait combien de temps, là? Vous êtes en poste plus d'un an maintenant, hein? C'est Octobre 2015. Octobre 2015, un an et demi quand même. Bon, il y avait une rencontre du conseil d'administration du côté de Sept-Îles mercredi dernier. C'est toujours retransmis par vidéoconférence, fait que les gens peuvent le suivre en direct aussi à Bécomo, en Mingani, à Blanc-Sablon. Là, t'as entendu comme moi les critiques des maires, des préfets, là, entre autres, pour plus de transparence. Ça relève pas nécessairement que du conseil d'administration. C'est toute la gestion qu'on voudrait un peu plus voir sur la place publique, si je comprends bien. Ben écoutez, je comprends un peu pas pourquoi on nous targue de manquer de transparence. Pourtant, toutes nos rencontres sont publiques. Nous allons mettre d'ici quelques jours tous nos tableaux de bord qui nous guident dans chacune de nos décisions au niveau du conseil d'administration du CIS. Nous avons toujours été ouverts à rencontrer les gens qui voulaient nous rencontrer. Alors, moi, je pense que nous sommes très transparents. Nous avons été très transparents jusqu'à maintenant pour l'ensemble de la population là, en ce qui concerne le CIS. Oui, c'est quand même un peu normal là quand on parle de réseau de la santé, des services de santé, c'est important pour un peu tout le monde, toutes les familles, tout le monde se sent un peu concerné, que les maires interviennent, parfois des groupes de citoyens, tout ça, ça fait partie de l'ordre normal des choses là quand même. Oh, oui, et ça, on en est très conscient. Puis on l'accepte, puis lorsque on nous interpelle, ben on répond. Ouais. Il n'y a pas eu juste les maires, on a entendu toutes sortes de critiques. Il y a peut-être eu les décisions du ministre autour d'Optilab là, qui ont alimenté tout ça, mais on a entendu quand même toutes sortes de critiques. Est-ce que c'est parce que vous gérez une certaine décroissance dans les budgets, quoi? Les services de proximité sont moins là? Non, les services de proximité sont tout aussi là qu'ils étaient. Oui, on a un budget déficitaire de 7,8 millions pour la prochaine année, mais on a pris des moyens pour résorber ce budget-là d'ici les 3 prochaines années. Et vous savez que le ministère n'accepte pas d'avoir qu'un établissement, un CIS, ait un budget déficitaire. Et c'est pour ça que nous avons demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux de nous outiller pour justement trouver les bonnes places où rationaliser sans toutefois toucher au service des usagers. Ouais. Mais est-ce
qu'on vous accorde moins d'argent? Parce qu'il y a quand même une diminution de la population sur la Côte-Nord, souvent comme en éducation, par exemple, là, dans les écoles, l'argent est selon le nombre d'élèves d'une année à l'autre. Dans votre cas, les budgets sont pas, on n'en accorde pas moins à la Côte-Nord? On a encore un budget de 350 quelques millions là, pour gérer le 6 de la Côte-Nord. Ouais, mais sauf qu'on doit faire affaire avec des dépenses qui augmentent, hein, le coût de la vie, les salaires, c'est géré par une convention collective. Mais on n'a pas le choix, on n'a pas le contrôle sur tant de choses que ça non plus là. Pas vraiment, non, mais les budgets que l'on nous accorde, sont censés être capables de répondre aux demandes qu'il y a au niveau du 6. Ouais. Sauf que il reste que quand ça a été créé, le 6, c'était quand même assez clair au niveau du ministère. Il y avait une intention de rationaliser. On parlait beaucoup des postes cadres aussi là, de direction. Ce job-là, ça a été un peu la job de bras que vous avez fait là, en début de mandat finalement. Ce travail-là a été fait et les cadres, il y a des cadres qui ont été coupés, c'est sûr. Et mais en coupant ces cadres-là, on s'est assuré que l'usager continuait d'avoir les services auxquels il avait droit d'avoir. Oui. C'est-tu le dossier Optilab, t'as l'impression qu'il vous a fait mal paraître, là, qui a fait mal paraître notre réseau dans la dernière année, qui a entraîné beaucoup de critiques? Il y a un bon nombre de critiques qui ont été concentrées là-dessus, quand même. Oui, il y a eu un bon nombre de critiques. Cependant, je pense que moi, j'ai été en mesure de répondre à ces critiques-là, dire pourquoi le 6 de la Côte-Nord, comme tous les 6 d'ailleurs, 6 et 6 du Québec ont embarqué dans ce projet-là d'Optilab. Maintenant que le projet est parti, il faut également se rappeler les engagements du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui a dit que pour la Côte-Nord, il n'y aurait pas de perte d'emploi dans les laboratoires, que les laboratoires allaient tous rester ouverts et que les échantillons allaient être transportés, ceux qui pouvaient être transportés de façon sécuritaire jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. On reviendra pas en arrière, ni dans Optilab, ni dans la structure comme telle de notre réseau de la santé. Là, c'est un vieux débat, tu vas me dire, mais est-ce qu'on aurait été mieux avec 2-6 sur la Côte-Nord? Est-ce que les gens se sentiraient plus une gestion de proximité avec 2 centres intégrés, un pour l'Est, un pour l'Ouest? Il y a toujours deux pôles, là, 2 grosses villes, finalement, dans tout ça pas qui s'affrontent, mais qui sont là. Il y a des réalités géographiques aussi, hein, c'est grand, la Côte-Nord. C'est sûr. Les représentations ont été faites dans le temps, autant par la députée du Duplessis, Mme Lorraine Richard, que le député de René Lévesque dans le temps. Et finalement, le ministre a tranché pour que la Côte-Nord n'ait qu'un seul 6 pour tout l'ensemble du territoire. Et maintenant, on vit avec et on fait pour le mieux. On regarde ce qui se passe dans l'Ouest, ce qui se passe dans l'Est. Il y a un comité de vigie qui a été créé dans l'Est, un comité de vigie dans l'Ouest. Et lorsque ces comités de vigie-là nous interpellent, on leur répond. Il y a encore beaucoup de comités puis de structures quand même à l'intérieur de ça. Là, je voyais le rapport L'Écho du Conseil de mercredi dernier. On parle d'une table santé, qualité de vie sur la Côte-Nord. Il y a des comités de résidents aussi dans les chacun des foyers, là, ouais, des centres comme Gustave Gauvreau. Il y a quand même encore une implication de la clientèle c'est sûr. À divers niveaux. Il n'y a pas juste le CA finalement. Non. Il y a, comme tu le mentionnais, Jean, il y a les comités de chacun des centres de santé, là, des CCHLD. C'est un comité extrêmement important qui fait des recommandations au CA et qui sont dans la plupart des cas acceptés. Et vous savez, les personnes âgées au niveau du 6 de la Côte-Nord, c'est une clientèle très, très importante et on fait tout pour que ces gens-là puissent aller puis vivre dans les CHSLD de la façon la plus humble possible, pas humble possible, mais la plus parfaite possible pour leur qualité de vie, leur qualité de santé.
Ouais. Je comprends que les interventions là, qui viennent des syndicats comme tels, surtout dans la dernière année, parce qu'il y a eu une importante période de maraudage. Là. À un moment donné, les syndicats étaient très, très présents. Il y a eu en plus leurs négociations en front commun dans le secteur public. Je comprends que les interventions syndicales, faut les prendre pour ce qu'elles sont. Là, ce sont des gens qui représentent des travailleurs dans votre structure, mais finalement, les usagers et tout ça, est-ce qu'il y a encore une écoute possible, des changements possibles dans la structure dans laquelle vous êtes actuellement, puis surtout dans le contexte budgétaire où il faut réduire, là, quand les gens vous signalent, par exemple, des anomalies, comme ont pu le faire les syndicats, parce que parfois les interventions sont pertinentes aussi, là, au niveau de l'urgence de nuit, par exemple, à cette île, on est capable de se revirer de bord? On est capable de se revirer de bord, et vous en donnez un bel exemple. Le contrat de la téléphoniste de nuit avait été coupé, et on a fait des revendications. On nous a fait des revendications et on est revenu sur notre décision. La direction générale est revenue sur sa décision et a rétabli le poste de nuit. Donc, ça vous prouve que oui, les interventions qui nous sont faites sont étudiées, sont regardées et si ça a du bon sens, on le met en place. Ouais. Ce qui est toujours dérangeant pour un usager, une personne qui a besoin de services de santé, c'est quand on se ramasse sur des listes d'attente ou en attente à l'urgence. Ces choses-là, on est satisfait, on y travaille toujours. La Côte-Nord peut se comparer à d'autres régions. Tout ce qui concerne liste d'attente, il y a des fois qu'on dépend de d'autres établissements aussi, mais les attentes dans les urgences, par exemple, ça, on essaie toujours de l'améliorer, là. On essaie toujours de l'améliorer. D'ailleurs, dans les tableaux de bord qu'on va mettre qu'on va rendre public là, très prochainement, vous pourrez aller voir dans chacun des établissements les heures d'attente à l'urgence, les moyennes d'heures d'attente dans les différentes urgences partout sur la côte. Ouais. Denis Miaud, c'est un gars qui est aussi conseiller municipal, qui est impliqué au niveau de Centraide du Plessis, qui est impliqué dans bien des organisations au fil des ans à cette île. Ton implication comme président du conseil d'administration là versus tes attentes ou ton engagement initial, ton bilan, t'es satisfait de la façon que ça se passe actuellement? Mais moi, je suis satisfait parce que on a réussi à... Le conseil d'administration, ce sont des gens de partout sur la Côte-Nord. D'accord? Et on a, humblement, je pense qu'on a réussi à souder ces gens-là ensemble et on ne parle plus de l'Ouest, on ne parle plus de l'Est, on ne parle plus du Centre, on parle d'un 6 de la Côte-Nord. Et les rivalités, Sept-Îles, Bécomo, Havre-Saint-Pierre, peu importe, au sein de la table du conseil, on a mis ça de côté. On travaille pour l'usager, qu'il soit à Blanc-Sablon, qu'il soit à Tadoussac. C'est le même travail que l'on fait pour que cet usager-là reçoive tous les services auxquels il a le droit de recevoir. Dans la structure, il y a aussi, il y a quand même un poste de PDG là qui peut avoir de l'air d'emmener large, là, comme on dit, dans une structure comme ça. Le président directeur général en poste depuis le début, depuis octobre 2015. Est-ce qu'il y a une réévaluation en cours? On est satisfait de son travail? On a l'impression que finalement les critiques ou la transparence, ça peut passer par le poste de PDG aussi, là. Ça peut passer par le poste de PDG. M. Fortin a été évalué il y a quelques semaines par le ministère et il a reçu le feu vert pour continuer. Bon. En terminant, Denis, il y a quand même, on a discuté la semaine dernière, plan directeur immobilier aux installations de cette île. On a déjà parlé, là, l'annonce a été faite par le ministre lui-même. On se dirige vers une réorganisation totale de l'urgence. Ça va être des gros travaux. 45 millions. On donne quand même le temps, j'imagine. On est déjà dans la planification de ça, quand on parlait cette semaine du plan directeur immobilier. C'est tout l'établissement, là, le bâtiment principal qui va être revu, finalement. Et oui, il y a des choses qui sont déjà en place, là, parce que ce plan directeur-là remonte quand même à quelques années. Mais, entre autres, en ce qui a trait à l'urgence, les travaux vont débuter, là, comme ils sont censés débuter dès l'automne pour mettre en place ce nouveau bâtiment, ce réaménagement de l'urgence qui est attendu depuis 20 ans là, à cette île, 20-25 ans à cette île. On était vraiment dû, là. Je pense que c'est la visite du ministre
quand tu es allé la voir, il y a peut-être 1 an de ça, là, il est rentré, il a pas resté longtemps, puis c'était comme plus clair dans sa tête. Là, ça prenait de l'argent là, là. Ça prenait de l'argent là et M. Barrette a très bien compris. C'est pour ça que l'annonce en a été faite au mois de mars d'un réaménagement de l'urgence. Toi qui as déjà été journaliste ici à CKCN dans le temps, tu sais ce que c'est. Il y a encore des gens qui doutent, hein. Mais là, vraiment, les 45 millions sont votés quelque part. On est en train de planifier la dépense de ça, là, sur 2-3 ans. C'est quand même majeur. On n'a pas, c'est pas un dossier comme la prison de Sept-Îles qu'on va annoncer 5 fois avant de la construire, là. J'espère que non. Non, c'est pas supposé. Les argents sont normalement réservés, puis les travaux vont débuter là, tel que le ministre l'avait annoncé dans les échéances, s'il est prévu. Bon. Ben, un gros merci pour toutes ces informations. Je rappelle que tu es président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Denis Mious. Merci pour ta présence en direct à Côte-Nord Attitude. Merci, Jean. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. L'hiver a été, comment dire... Let it snow, let it snow, let it snow. Long. Ça fait qu'on ouvre la saison terrasse au Blanc Bistrot, pas sur 1, mais 2 jours. Vendredi, samedi, 16-17 juin, dès 16h, on a un band live sur l'échafaud. 2 pour 1 sur la Slayman, Jack Daniels à 3$, toute la soirée. Un petit creux? Il y a un nouveau menu au blanc. Plein de nouveautés et pour tous les goûts. De la rondelle d'oignon au coq au vin. Et c'est le retour du bar à tartare. Blanc Bistrot, 14 Père d'Ivet, blancbistrot.ca. Bonjour, ici Marc Poliquin, consultant pour BMR, Lormat, Viamat et Matériaux Mingan. Quand on parle de BMR à la radio, on le sent tout de suite. Ça fait une très grosse différence, surtout quand on a des événements live dans nos magasins ou dans nos entreprises. C'est sûr que ça a du punch très rapidement. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Salut. Faites-vous la livraison de fleurs ici? C'est pour... Dis-moi les pas. T'as une nouvelle blonde. Ben non. T'es ben dans amour. Vous venez d'aménager un appart, pis t'as eu un bourgeon de bon prix pour ton assurance. Fait que tu veux remercier ton agent Wawanessa. Pas pire, la madame, hein? C'est ça. En ce moment même, chez Wawanessa Assurance, vous profitez des assurances locataires et condos à partir de 17 $ par mois seulement. Appelez-nous ou faites votre soumission en ligne dès maintenant à wawanessa.com. Wawanessa, la grande assurance à petit prix. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Au jeudi de 19h à 21h dans les 12 soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Hey Valérie, on va parler de l'Éco-Patrouille 2017. On est rendu à la 12e édition de l'Éco-Patrouille. C'est quand même, on sait ce que c'est, hein? C'est une brigade écologique, des jeunes qu'on engage pour l'été, qui font de la sensibilisation pour la protection de l'environnement. On a les 2 responsables avec nous. Tania Bond est à Port-Cartier. Elle est responsable de l'Éco-Patrouille du côté de Port-Cartier. Bonjour Tania. Bonjour. Et Rose Senneville est avec nous en studio. Elle est responsable de la brigade de Sept-Îles et probablement celle de Ouachette aussi, c'est ça? Oui, c'est ça également. J'ai-tu bien résumé ça, là? Dans le fond, votre but, c'est vraiment de faire de la sensibilisation en environnement. C'est ça, une éco-patrouille? Ben oui. Puis notre objectif général, notre mission vraiment, c'est d'encourager les gens à devenir des éco-citoyens dans leur vie, autant au travail, à la maison, à l'école, un peu partout. Tania et Rose, ce sont des éco-patrouilleuses, pas vraiment des éco-patrouilleuses, sont responsables, mais ce sont des filles d'expérience dans le domaine, hein? Quoi? On fait ça depuis 6 étés maintenant? Tania? Oui, moi, c'est ma 5e été, donc okay. Rose, c'est sa 6e été. Donc, ça fait super longtemps, mais Rose, elle a été justement apprentie éco-patrouilleuse avant. Ensuite, elle a été éco-patrouilleuse, le maintenant responsable. Moi, j'ai toujours été éco-patrouilleuse avant de devenir responsable. Qu'est-ce qui te motive à faire ça, Tania, à Port-Cartier? Là? Il y en a d'autres emplois d'été, peut-être même des plus payants. C'est sûr...
que c'est beaucoup par rapport à tout ce qui touche à l'environnement. Ça m'intéresse énormément, donc c'est pour ça que je travaille à l'éco-patrouille. Et en même temps, c'est un travail qu'on est dehors. C'est sûr qu'il y en a d'autres travails dehors, mais pas comme ça, là. Pas qu'on va vraiment voir des gens. On apprend tellement de choses. On peut pas juste faire le même travail de jour en jour. Vraiment, on apprend toutes sortes de choses. Ensuite, on va le communiquer à des enfants, à des adultes, à toutes sortes, à toute la population, en fait. Donc, c'est vraiment un travail qui est enrichissant. Oh, c'est ce qui te motive aussi, toi, c'était l'idée d'aller faire du vélo, d'être payé pour aller faire du vélo dehors puis aller jaser avec le monde. C'est ça qui te plaisait? Ben oui, c'est vraiment plaisant aussi. On a un très bel accueil de tous les citoyens, autant au travail, à la maison. Puis aussi, c'est un emploi où on a beaucoup de place à l'initiative. On développe des nouveaux projets. Il y a beaucoup de place sur ce qu'on pense. La manière qu'on aimerait ça faire ça, c'est vraiment intéressant. Vous qui avez de l'expérience, là, toutes les deux, bon, il y a beaucoup de visites d'entreprises avec l'éco-patrouille. Ça doit arriver que vous allez dans une entreprise, ça se passe comme moyennement bien. L'année d'après, est-ce qu'on voit des améliorations? Est-ce qu'il y a du concret dans tout ça? Ben c'est ça, justement, on est rendu avec une base de données. Fait qu'on a vraiment nos visites répertoriées avec leur score, qu'on fait des évaluations des fois, comme des diagnostics. Fait qu'on a vraiment, on sait à quoi s'attendre quand on arrive dans un milieu de travail. C'est bien, on voit vraiment des améliorations. Là, peut-être que Tania peut poursuivre avec Port-Cartier. Mm-hmm. Oui, comme justement, nous, on fait rappel, en même temps, on a notre base de données, mais on s'entend que les gens, des fois, on arrive là, puis ils nous connaissent pas trop. Fait que là, ils apprennent à nous connaître un peu, sont comme un peu réticents, mais l'année d'après, on y retourne, puis ils sont de plus en plus ouverts, justement, là. Fait que ça fait vraiment... On les suit dans leur développement, fait que ça finit par faire des bonnes relations. Et ça, c'est pour ce qui est des entreprises, mais là, les gens sont au travail. Se faire déranger au travail, c'est une chose. Quand le patron est d'accord, ça va bien. Mais se faire déranger à la maison, des fois, puis venir voir du monde fouiller dans nos poubelles, ça, on aime un petit peu moins ça. Du côté de Port-Cartier, Tania, là, dans les résidences comme telles, est-ce que les gens, en général, là, ils restent polis et sympathiques? Ah oui, les gens, ils connaissent l'éco-patrouille, là. C'est ça, là, tu sais, c'est depuis 2006 que l'éco-patrouille existe. Fait que c'est notre 12e édition cette année. Fait que c'est ça que les gens nous connaissent. Ils nous voient dans la rue, ils nous ont vus à quelque part, c'est presque certain. Fait que quand on arrive là, c'est sûr qu'il y en a qui sont réticents, mais la majorité des gens, on a toujours un bon accueil. Ouais, faut dire que vous fouillez pas vraiment dans les poubelles, en Rose. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe, vraiment. On touche pas aux poubelles. Cette année, notre campagne résidentielle est vraiment axée sur la promotion des éco-centres, des sites de dépôt, comme par exemple à Moisy, à Clark. Fait qu'on peut ramener, on fait la promotion de ces lieux-là, vraiment. Mais quand même, il va y avoir plus de porte-à-porte. On va vers les gens, vers tout le monde, vers monsieur, madame, tout le monde. Pas juste ceux qui vont vers vous autres dans un événement, là. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir s'il y a bien des gens à cette île Port-Cartier qui font du compost. Parce que vous offrez ce service-là, vous offrez d'expliquer aux gens comment on commence ça puis comment on fait. Y en a-tu bien gros ici qui font ça? Quand même. Il y a une subvention à la MRC qui paye 35 $ pour un bac. Fait qu'on on a un suivi quand même des quantités de personnes qui ont un bac de compostage. Mais c'est intéressant, des fois, en porte-à-porte, par exemple, là, on parle des éco-centres, mais les gens nous amènent à leur compost. Fait qu'on peut, en même temps, faire un petit diagnostic du compost, donner des trucs, mais il y a beaucoup d'intérêt pour ça. Ouais, puis le démystifier aussi, là, tu sais, parce qu'il y a des gens qui pensent encore que c'est comme, ça pue dans le cours, là, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça du compost, finalement. Oui, puis là, on a parlé de ce qui marche bien, ce qu'on connaît de l'éco-centre. On va parler de l'éco-patrouille, pardon. On va parler aussi des nouveautés de 2017. Hein? Entre autres, on commence dans les écoles avant que l'année scolaire, il reste 3 semaines. Là, d'aller faire plusieurs classes, primaires, secondaires, tant du côté de Port-Cartier que de Sept-Îles. Les écoles Inou également, on devrait rejoindre 1800 jeunes. On travaille avec une pièce de théâtre et un conte sur les limes des sables. Ça, c'est intéressant. Oui, on a 5 contes différents, en fait. Le 5e tome, c'est l'histoire de Myrline Lélim. Comment? Marilyn Lélim? Myrline Lélim. Ben oui. C'est bon, ça. c'est une très belle activité en partenariat avec le Conseil régional de l'environnement. On va vraiment sur la pointe de Moisy, puis on lit le conte avec les 2 classes d'élèves qui sont venus en autobus. On lit le conte sur la plage et ensuite, il y a une activité de plantation. Okay. C'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est que ça a un lien direct avec la tempête du 30 décembre dernier puis le fameux dossier de l'érosion des berges. L'érosion des berges, changement climatique, c'est un peu ça, oui. Mm-hmm. Les autres nouveautés, là, on va faire beaucoup de visites dans les entreprises, du porte-à-porte également. La pièce de théâtre, ça porte sur quoi? L'évaporatoire clandestin, quoi? Je peux te laisser y aller, Tania, si tu veux. Oui, c'est ça. Justement, la pièce de théâtre, c'est avec notre formation. C'est dans la nature près de chez vous.
Donc, c'est vraiment une formation sur les dépotoirs clandestins. On montre des photos, que ce soit aux jeunes, qu'on parle du primaire ou secondaire. Donc, on va vraiment montrer des photos de vrais dépotoirs clandestins qu'on a justement dans la région de Port-Cartier, Sept-Îles. Et dans le fond, on a une petite pièce de théâtre avec eux pour les mettre en action, pour vraiment voir quelles sont les perceptions, justement, des dépotoirs clandestins, qu'est-ce qu'ils feraient eux s'ils envoyaient un. Donc, on va vraiment essayer de les mettre plus en action avec la pièce de théâtre. Hey, ça vous demande d'être très polyvalent. Vous êtes obligé d'être comédienne en plus d'être des filles sensibles à l'environnement, chaleureuses avec les gens, puis qui ont des bonnes jambes pour faire du vélo. Ah oui, on développe tellement d'affaires à l'éco-patrouille. C'est vraiment là, un travail comme... C'est une chance là, qu'on a de pouvoir travailler là-bas. Et Valérie, il y aura une question de compostage justement dans leur pièce de théâtre. Là. Toi qui as du bagage en théâtre, là, tu iras les voir dans une école. Si je peux complémenter un peu, la pièce de théâtre, les 2 éco-patrouilleurs participent un peu, mais on demande aussi à des jeunes volontaires de le faire avec nous. Fait que c'est vraiment intéressant pour eux, c'est très interactif. Bon, à suivre. Peut-être en terminant, il y a un projet spécial aussi cet été. On revient dans la sensibilisation concernant l'eau potable. Oui. On aura une équipe de 2 apprentis à Sept-Îles. On va avoir également 2 apprentis à Ouachette et Mayo-Tenam. Les apprentis de Sept-Îles, ils vont avoir un projet spécial pour l'économie d'eau potable. Ça va être vraiment intéressant. On a une trousse complète. C'est un projet qui est déjà monté ailleurs qu'on reprend ici. Fait qu'on l'offre d'emploi est en cours. Fait que si on a des jeunes de niveau secondaire qui aimeraient ça se promener en vélo cet été, parler aux gens, puis changer quelque chose à cette île ici, on vous fait postuler sur notre site internet. On a la publicité sur notre page Facebook aussi. Eh bien, on va vous souhaiter une superbe été avec toute votre équipe d'éco-patrouilleurs. On va espérer que les gens aussi vont aller vers vous puis vont être à l'écoute de votre travail de sensibilisation. Une 12e édition, donc, de l'éco-patrouille. Ça va quoi jusqu'à la reprise, jusqu'à la fin d'août, quoi, les éco-patrouilleurs? Oui. Eh bien, Rose Senneville et Tania Bande, responsables des éco-patrouilleurs à Sept-Îles et Port-Cartier. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord-Attitude ce midi en direct. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup à vous. Et dans quelques instants, on s'entretient avec un spécialiste des bibites. Christian Hébert vient d'écrire le livre « Insectes des arbres du Québec » et il nous confirme que les insectes piqueurs seront nombreux, malheureusement, cet été. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Vente de fermeture à la boutique Pot Pourri des Galeries Montagnaises. Obtenez 40% de rabais sur tous les articles à prix régulier. Faites vite, tout doit sortir rapidement. Dès le 1er juin, 40% de rabais sur tous les articles à prix régulier pour la vente de fermeture à la boutique Pot Pourri des Galeries Montagnaises. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. On va parler des insectes du Québec, de l'Est du Québec ce midi avec un chercheur qui vient de publier avec quelques collègues là, un livre appelé Insectes des arbres du Québec. Il s'agit de monsieur Christian Hébert qui est avec nous en entrevue ce midi. Bonjour monsieur Hébert. Bonjour monsieur Saint-Pierre. Monsieur Hébert, avec Ressources Canada, là, vous êtes chercheur scientifique, Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada. Je pense que vous étiez du groupe qui nous avait visité. Là, il y avait une rencontre internationale à Sept-Îles l'an dernier, des spécialistes des bobites, justement. Oui, tout à fait. On a parlé abondamment l'an dernier de la situation de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Et puis, je me rappelle que j'y ai fait une présentation sur l'arpenteuse de la pruche associée au changement climatique. Donc, effectivement, j'étais là. Et là, c'est un beau livre qui a été publié, lancé jeudi dernier. Les publications du Québec, je pense qu'on le retrouve en librairie. Les insectes au Québec, on a étudié 60 ans de données quand même. Oui, effectivement, on a réussi à combiner les données du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, des données d'inventaire sur les insectes. Et ça couvre, imaginez, 60 ans, donc depuis les années 50. Donc, c'est un guide où on a retenu les espèces qui avaient été le plus fréquemment observées ou qui avaient le plus fréquemment fait des dommages sur les arbres au Québec. Donc, de sorte que les gens, à travers ce guide-là, ce livre-là, vont être capables, susceptibles du moins, de reconnaître la plupart des espèces qui font des dommages aux arbres au Québec. Oui, on parle de 150 espèces d'insectes qui sont étudiées. Il y a beaucoup de photos, il y a des fiches techniques également. On a étudié les insectes qui dérangent, quoi. En principe, les bobites, ça a une utilité aussi, là. Ça a une très grande utilité. Vous faites bien de le souligner parce que, en fait,
dans le livre, on parle d'espèces qui font des dommages aux arbres, mais on le dit dès le départ au lecteur que ça représente moins de 1% des espèces connues sur la planète qui font des dommages, qui sont des problèmes pour les humains. Et pourquoi ils sont des problèmes? C'est parce qu'ils entrent en compétition avec les produits que nous voulons tirer des ressources que les insectes utilisent. Donc, pour nous, ça, dans le cas présent, ce sont les arbres. Donc, nous, avec les arbres, on veut faire des produits ligneux, on veut faire de la pâte, du papier, on veut faire toutes sortes de choses, mais les insectes, eux, s'en nourrissent, évidemment. Donc, ça représente moins de 1%. Les 150 espèces dont on parle dans le guide, ça représente moins de 1%, vraiment une fraction de 1% des espèces d'insectes. Et en plus, dans ces 150 espèces, ce ne sont pas toutes les espèces qui sont dommageables au point de mettre en péril la survie des arbres. Oui. Est-ce qu'il y a des particularités au Québec des insectes, des bébites, là? J'imagine qu'il y en a des milliers, des millions d'individus. Est-ce qu'il y a des particularités, quoi? On a beaucoup parlé quand même dans le passé de la tordeuse d'épinette, là. C'est celle qui nous dérange le plus? Oui. Vous savez, la tordeuse des bourgeons de l'épinette, c'est en soi un cas unique. On connaît pas d'équivalent ailleurs dans le monde d'un insecte qui fait des épidémies sur d'aussi grande superficie puis qui est récurrent à tous les 30 ans environ. Donc on n'a pas ça en Europe, on n'a pas ça aux États-Unis. La tordeuse, c'est vraiment un cas unique et c'est pour ça que les chercheurs s'y intéressent à la dynamique des populations de cette espèce-là, tentent de comprendre les épidémies. Donc, il y a d'autres espèces, évidemment, qui ont été étudiées, mais qui font des épidémies, qui font des dommages sur des millions d'hectares, des centaines de millions d'hectares, c'est quand même incroyable. Oui, là, elle est rendue où la tordeuse, là? L'an dernier, quand vous êtes venu à cette île, on observait les mouvements vers la rive sud, entre autres, hein? On est pas mal capable de la situer maintenant, de la localiser. Oui. On en a de plus en plus dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Et même, elle progresse là dans le Bas-Saint-Laurent vers Québec. On en a dans la région de Rivière-du-Loup de plus en plus, Kamouraska. Et même du côté nord, on est rendu, je pense, qu'on a des populations actives là dans le bout de Saint-Siméon. Donc, elle est encore active. Elle dérange encore notre industrie forestière aussi, là, pour l'avenir, entre autres. Oui. C'est une grosse problématique, entre autres pour la Côte-Nord, parce que, évidemment, il y a de la mortalité qui s'est installée. C'est inévitable. On traite vraiment une petite portion de ce qui est infesté par la tordeuse. Et là, la mortalité d'arbres a commencé à s'installer. Et pour l'industrie, c'est pas souhaitable d'avoir donc du bois qui n'a pas les propriétés requises pour faire les produits qu'ils ont besoin. On étudie également donc ces aspects-là, les insectes qui viennent après la tordeuse, donc les insectes comme le longicorne noir par exemple, celui qu'on voit sur la page couverture du livre Insectes des arbres du Québec, c'est une espèce qui profite de l'affaiblissement général des arbres pour les coloniser et creuser des galeries jusqu'au centre de l'arbre. Puis après ça revient, ça fait comme deux galeries ça fait une galerie en U, c'est comme si ça perçait deux fois dans le fond et ça cause des dommages importants. Donc on l'a vu dans le passé, dans le cas des feux de forêt, c'est un des problèmes les plus importants. On étudie maintenant ce que c'est comme problématique dans le cas de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Vous allez me dire, M. Hébert, est-ce que vous étudiez aussi les insectes piqueurs? Est-ce que c'est considéré comme nuisible? Ça, peut-être pas pour les arbres, mais nous autres, on les aime pas. Non, ça, on comprend très bien. On en montre un moustique dans les pages liminaires, dans les premières pages du livre, mais ce ne sont pas des insectes donc qui s'attaquent aux arbres et effectivement, on n'a pas traité spécifiquement de ces problèmes-là. Mais je suis d'accord avec vous qu'il dérange beaucoup de gens. Et puis, cette année en particulier, je pense que la population doit s'attendre à avoir des bons problèmes avec les insectes piqueurs. Oui, c'est vrai, ça. Vous êtes quand même un spécialiste, là, même si vous ne l'avez pas étudié. Nos mouches, nos moustiques, nos maringouins vont être nombreux cette année dans une région comme cette île et la Côte-Nord. C'est l'humidité du printemps qui favorise l'émergence. Oui, effectivement, déjà dans la forêt boréale puis dans la forêt boréale de la Côte-Nord, il y a déjà beaucoup de mouches et de moustiques normalement. Mais cette année, avec les précipitations qu'on a eues, sont des insectes dont le stade larvaire, dont le stade immature se développe dans l'eau. Donc, plus il y a d'eau, plus il y a de ressources plus il y a d'habitat pour ces espèces-là. Il y a beaucoup de moustiques, entre autres, qui vivent dans des mares d'eau temporaire. Et puis, si elles s'assèchent, les œufs meurent ou les larves meurent. Mais cette année, il n'y a pas grand assèchement de possible. Oui. Il y a beaucoup de précipitations.
Donc, ça fait en sorte on doit s'attendre à avoir une recrudescence au niveau des adultes, des mouches et des moustiques, parce que ce sont c'est que le stade adulte qui pique, et ce sont les femelles, effectivement, qui viennent chercher un repas sanguin chez les mammifères pour réussir à maturer ou à faire développer leurs œufs convenablement pour se reproduire. Il me dit, M. Hébert, là, est-ce que la lutte aux insectes, que ce soit les insectes piqueurs, là, les municipalités investissent quand même au printemps dans de l'arrosage? Il y a la SOPFIM aussi qui s'attaque à la fameuse tordeuse d'épinette, là, ces temps-ci. Là, l'arrosage est commencé aussi. Est-ce que c'est efficace, ça, l'arrosage? C'est très efficace. Évidemment, là, on parle pas d'une efficacité de 100%, mais on réussit. Dans le cas de la tordeuse, on vise de réduire, de garder la défoliation en dessous de 50% sur la pousse annuelle. Donc, si on réussit à obtenir une défoliation qui est inférieure à 50%, on maintient en vie, on maintient en bonne condition physiologique les arbres, et c'est le but qui est poursuivi par ces arrosages-là. Dans le cas des moustiques, je pense que les résultats sont quand même très encourageants, ça fonctionne bien. Les municipalités qui font appel à ces programmes-là ou à ces firmes, je pense, en retirent quand même beaucoup de satisfaction. Et il faut bien souligner que dans les deux cas, on parle de BT, de Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie, donc c'est un insecticide biologique. Et en fait, on travaille même pas avec toute la bactérie, on travaille avec le cristal, donc vraiment l'élément toxique pour les insectes. Donc, ce sont des programmes qui sont très, 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 environnementalement parlant, qui sont très pertinents et qui sont très efficaces. Et on l'a dit tantôt, c'est quand même utile à quelque part là dans la nature, les insectes, ils ont une grande utilité même. Est-ce que c'est un signe leur abondance de santé d'une forêt? Oui, dans le cas des insectes forestiers, l'abondance et surtout la diversité des espèces qu'on retrouve dans une forêt, c'est un gage de santé en général, oui. Et d'ailleurs, on s'en sert beaucoup comme baromètre, si on veut, de l'état de santé des écosystèmes forestiers. Il y a des espèces là-dedans qui sont même indicatrices de la présence de beaucoup d'autres espèces. Et juste en étant capable de suivre ces indicateurs-là, on peut porter un jugement sur l'état d'un écosystème. Il y a des clubs d'ornithologie qui sont très présents sur la Côte-Nord. En général, quand il y a beaucoup d'insectes, ça veut dire que c'est pour l'habitat des oiseaux, c'est intéressant? Absolument, absolument. Et les oiseaux qui vont être présents dans les écosystèmes forestiers, ils sont associés à la nourriture souvent sur laquelle ils vont s'alimenter. Donc, si, par exemple, là, avec la tordeuse qui fait mourir des arbres, beaucoup d'insectes qui vivent dans le bois, donc sous l'écorce. On parle des longicornes, on parle des scolites et bien d'autres espèces qui se développent sous l'écorce des arbres. Ça va faire en sorte que probablement les pics vont en profiter. Donc, beaucoup d'espèces de pics qui vont s'en alimenter. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'espèces qui s'alimentent sur les chenilles, même de la tordeuse, qui en profitent actuellement. Et dans votre livre, M. Hébert, là, que vous avez écrit, que vous êtes l'auteur principal avec d'autres gens quand même, là, on parle du passé, du présent et de l'avenir des insectes. Est-ce que c'est un monde en évolution, les bobites au Québec, quoi? Oui, absolument. Effectivement, on parle d'un regard vers le passé parce qu'il y a eu des introductions d'espèces dans les années 30. On parle du Cyprion européen de l'épinette qui a décimé les populations d'épinettes blanches, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et surtout en Gaspésie, d'une façon très importante. Donc, on a quand même gardé ce regard vers le passé-là pour le rappeler aux lecteurs, mais actuellement, le focus est surtout placé sur ce qui se passe actuellement avec les espèces comme la tordeuse, le livrée des forêts, les espèces exotiques qui viennent d'arriver. Et on garde un œil ouvert sur le futur parce qu'il y a des espèces qui sont aux confins de nos frontières et qui risquent d'arriver dans les prochaines années. Sans oublier les effets du changement climatique qui favorisent certaines espèces. On parle de la tordeuse sur la Côte-Nord, mais il y a aussi l'arpenteuse laitruche qui a montré des signes d'être favorisée par le changement climatique, donc des épidémies de plus en plus au nord. Donc ce sont des espèces sur lesquelles on doit garder un œil assurément. Puis on le dit dans votre livre, on tente en fait de séparer les bons et les mauvais insectes parce qu'il y en a qui sont plus nuisibles que d'autres. Dans le fond, ça n'a pas de frontières, des insectes. Ça peut traverser l'Atlantique avec le vent, passer du Canada à d'autres pays sans pas demander de passeport à personne. Surtout, ce qui est plus préoccupant, c'est ceux qui passent l'Atlantique sur nos bateaux par le biais de la mondialisation des marchés. Puis on a beaucoup d'espèces qui ont été introduites par ce biais-là. Et donc, vous savez, quand les bateaux transportent des cargaisons immenses, donc chaque conteneur contient donc des produits qui sont emballés très souvent avec du bois.
du bois d'emballage. Parfois, il y a peut-être des organisations, des pays qui n'ont pas toujours respecté les normes, que ce bois-là doit être séché à des températures, par exemple, de 56 degrés Celsius pendant une période de temps pour éviter qu'il y ait toute forme de vie qui soit transportée outre-mer. Mais si c'est pas fait correctement, évidemment, on amène des espèces parce que dans une palette de bois, s'il reste un peu d'écorce sur un morceau et puis que le bois n'a pas été séché convenablement, il est possible qu'il y ait une larve d'insecte qui va sortir dans son pays d'adoption et s'il y en a quelques-uns puis qu'il y a des adultes des deux sexes, on est en business pour avoir une nouvelle population d'une espèce introduite. Oui, on transgenre la nature là, dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Eh bien, Monsieur Christian Hébert, c'est très, très intéressant. Insectes des arbres du Québec, c'est sans doute disponible en librairie sur la Côte-Nord. C'est peut-être la façon la plus facile d'avoir de se le procurer. Oui, assurément. Et puis, si c'est pas le cas, on peut consulter le site web des Publications du Québec. Il est en vente directement et on peut le commander à distance. Eh bien, je rappelle que vous êtes l'auteur principal de ce livre, Insectes des arbres du Québec. Un gros merci pour l'entrevue, Monsieur Hébert. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Attitude. Développement économique Sept-Îles est fier de vous offrir ce regard sur nos réussites. Bonjour, mon nom est Daniel Arsenault et mon entreprise est Zone Véloski. Donc, je suis le propriétaire. Tout, de près ou de loin, qui touche à Zone Véloski, c'est moi qui s'en occupe. Ça fait quand même longtemps que je voulais devenir entrepreneur, que je sentais que je voulais travailler pour moi-même et sentir que quand je mets un effort, ça revient à moi. T'arrives dans ton entreprise, c'est comme si tu rentrais chez vous. Donc, t'as pas l'impression de rentrer travailler le matin. Mais dans le fond, nous, Développement économique Sept-Îles, on les voit comme un pilier économique dans la région qui aide beaucoup les petites entreprises de près ou de loin par la promotion comme ce qu'ils font présentement avec nous. T'sais, on vient de prendre l'expansion, on a triplé de superficie. C'est sûr que dans les années à venir, on aimerait ça être encore plus grand, évidemment, pouvoir organiser des événements. Donc, c'est pas juste faire du commerce au détail, c'est à long terme trouver le temps et les ressources de pouvoir s'impliquer plus à développer nos sports. Ce regard sur nos réussites était une présentation de Développement économique Sept-Îles. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Valérie, on va parler du ministre Pierre Arcan qui est encore dans notre région aujourd'hui. Effectivement, les annonces se multiplient ces temps-ci pour notre secteur et justement pour la nouvelle d'intérêt, on est avec Steve Chappadeau de la Caisse Desjardins d'économie des Mines, Métaux et Services publics de la Côte-Nord. Bon midi. Bonjour. Il y a le ministre Pierre Arcan, qui a fait une annonce aujourd'hui, on y reviendra, mais la semaine dernière à Québec, je pense que les yeux de la Côte-Nord étaient tournés là-bas parce qu'il y avait des annonces dans le secteur minier. Ça va avoir des impacts pour notre milieu, là, ces annonces qui ont été faites. Effectivement, lorsqu'on regarde le déroulement de la dernière semaine, on pense que, notamment, ce qui a été question, c'est notamment le projet de Minerno et le projet de Champion. Donc, on sait que c'est deux projets qui sont portés notamment par le collectif Sept-Îles Agir Avenir, pour justement à recevoir l'appui des différents ordres de gouvernement et des partis politiques. Et on pense qu'on a fait des gains importants depuis le dernier mois là-dessus. Notamment, on a reçu l'appui du ministre Arcan au nom du gouvernement. On a reçu l'appui du Parti québécois lors de la visite du chef Jean-François Lisée la semaine dernière. Et également du Bloc québécois avec la députée de Manicouagan qui nous assure aussi que sa chef, Martine, son nom m'échappe. Oui, c'est ça. Elle s'en vient, je pense, dans les prochains jours. Exactement, aussi. Qui a également donné son appui au collectif. Donc, on voit qu'on a fait des gains d'appui politique d'envergure sur le plan provincial et fédéral avec des partis majeurs. Et grâce à ça, on voit que le développement des dernières semaines, notamment des dossiers qui ont débouché dans les dernières semaines, on peut voir une influence directe du collectif par l'annonce de ces mesures-là. Dans un premier temps, vous le mentionniez, la conférence de presse de mercredi dernier à Québec, directement à l'Assemblée nationale, le ministre avait cru bon. Le principal objectif, faut voir ça, c'était la promotion de l'industrie minière et des facilitants, notamment de certains programmes en innovation. Mais c'était le principal objectif, de faire la promotion de l'industrie minière, parce qu'en plus, il y avait des représentants de l'Association minière du Québec, de l'exploration minière du Québec, aussi de la mine de Malartic. Et aussi, ça a permis surtout au projet Minerno, au permanent de Minerno, notamment le directeur du projet, Michel Lafontaine, de faire un petit peu une annonce publique, une mise à jour publique par rapport au développement du projet. Cette mise à jour-là, vous voyez qu'il y a été mention principalement, qu'il y avait eu une étude de faisabilité qui avait été réalisée
dans les derniers temps et qui était entre les mains des actionnaires actuels. Les deux actionnaires actuels, faut pas l'oublier, près de 2/3, le projet appartient au gouvernement du Québec via Investissement Québec, et le tiers, c'est Yara, qui est un partenaire, un actionnaire, mais acheteur. Un troisième partenaire se joint, est en discussion, donc on entend parler sur la place publique que le projet est mort, mais est loin d'être mort parce qu'il y a des discussions qui sont très intenses depuis plusieurs mois, avec un troisième actionnaire qui a pour but, lui, c'est un actionnaire qui serait opérateur. Donc, on aurait un trio où on aurait un actionnaire opérateur, un actionnaire acheteur et complété par le gouvernement du Québec. Actuellement, mais les discussions, c'est autour quel va être le système de gouvernance? Est-ce qu'il y a un des trois actionnaires qui va être majoritaire? Ou on va arriver avec un système de gouvernance, comme on peut voir la luminerie Alouette, où aucun ne peut être majoritaire. Donc ça, c'est en discussion. Puis on sait que les trois actionnaires ont les chiffres entre les mains, savent aussi le potentiel économique de ce projet-là. Et ce qui est encourageant de voir aussi, c'est que le directeur du projet disait qu'il y avait des conclusions prometteuses au niveau de l'étude de faisabilité, notamment après une diminution du coût. Donc, on savait qu'il y a eu des études depuis l'automne dernier avec le rachat des actifs de la Pointe-Noire par le gouvernement du Québec, la possibilité de synergie, et ça semble se transposer justement dans l'étude de faisabilité, ce qui est fort encourageant. Surtout aussi, M. Lafontaine nous mentionnait qu'on est peut-être qu'à quelques semaines pour la finalisation du financement du projet. Ça, c'est vraiment... On n'a peut-être pas encore des mois à attendre. Là, on pense que peut-être que le mois de juin, là, on pourra avoir d'excellentes nouvelles là-dessus. D'ailleurs, pour les deux projets, le collectif il a été créé pour mettre une lumière rouge au gouvernement du Québec, là, puis lui dire carrément il y a urgence d'agir là, avec les étapes qu'on a franchies mercredi dernier. Là, on l'a fait flasher la lumière rouge. Le message est clair. C'est que sous la place publique, c'était important de voir qu'il y avait de démontrer tout le potentiel et de démontrer tout l'avancement de ce projet-là. Ce projet-là ne dormait pas, il n'était pas en dormance, mais était fortement actif. Et c'est sûr que l'initiative du ministre de la semaine dernière visait à démontrer à l'ensemble de la population l'évolution de ce projet-là. Et surtout que les permanents revenaient du Maroc pour bonifier davantage leur carnet de commandes. Donc, on sait qu'avec Yara et ce qui a été négocié dans les dernières semaines, ça fait en sorte que on peut penser que le carnet de commandes est maintenant complété, sinon overbooké, si on peut se permettre l'expression. Donc, pour permettre justement une sécurité davantage, parce qu'on sait que les financiers, c'est ce qu'ils regardent, ce qu'on appelle les off-takers, donc les acheteurs externes. Il y a Yara qui achèterait une partie importante de la production, mais de garnir le restant de la production avec des off-takers, c'est sûr qu'on crée des conditions gagnantes pour la conclusion du financement. Bon, nous, Novez, on s'attend toujours à une annonce dans les prochaines semaines, donc pour Mines Arnaud, c'est clair? Le signe que le directeur du projet nous envoyait était clair à cet effet-là et que le ministre aussi nous avait assuré lorsqu'on l'a rencontré à Québec le 10 mai dernier, c'est que le gouvernement travaillait très fort autant du côté de New York, il va à Londres qui travaille activement sur le volet du financement. On peut peut-être parler également de cette annonce de ce matin. Le ministre Pierre Arcan qui était à Fermont ce matin, une subvention de 5,2 millions de dollars à Mine de Fer Québec. C'est la filiale de Champion Iron. C'est pour la réouverture de la mine du lac Bloom. Donc ça aussi, ça avance. Là. Tout à fait. C'est une nouvelle fraîche de ce matin. Vous voyez, la chronique qu'on avait tenue il y a 2 semaines passées, le 22 mai, on parlait du fameux financement de 40 millions pour débuter les travaux dès cet été. Ça tient toujours, ces 40 millions-là. C'est pas compris dans le 40 millions, c'est un 5 millions additionnel. Et ça a pour but, justement, d'emmener de l'efficience sur 2 projets, notamment un remplacement d'une chaudière qui était au mazout par une chaudière davantage électrique. Je suis allé visiter le site de lac Bloom au début avril et c'est impressionnant. Ce que ça peut représenter. Ça sert également de séchoir pour le minerai, mais le fait de remplacer ça au niveau électrique, là, ça emmène beaucoup de gains d'énergie et beaucoup d'efficacité au niveau du processus interne. Et le deuxième projet, c'est la mise à niveau du convoyeur aérien entre la mine et le concentrateur. Avant ça, c'était beaucoup par camion. C'était des 240 tonnes qui devaient faire des allers-retours entre 5 et 10 kilomètres. Mais tout ça, là, vous voyez que ces 2 projets-là, on va économiser 20 000 tonnes de gaz à effet de serre. Ça représente à peu près 6 000 voitures sur les routes qu'on élimine. Et ça, c'est une subvention qui provient d'un autre fonds du gouvernement, un autre fonds spécial qui est le Fonds vert, qui relève davantage du ministère de l'Environnement. Et ça a pour but de lutter contre les changements climatiques. Donc, on voit que le projet, en réduisant de 6 000 voitures sur les routes, mais démontrait tout le potentiel d'empreinte environnementale. Tout à fait.
Et puis le projet de Champion, en tout cas là, on voit que ça avance. Là. Le gouvernement du Québec fait sa part. On a déjà expliqué aussi comment ça pouvait se jouer à un autre niveau, le financement, parce qu'il leur manque quand même quelques millions. On voit que les intentions sont là. La mine du Lac-Bloom, c'est probablement le meilleur projet de mine de fer au monde actuellement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que chaque matin, je regarde le prix du fer, puis ça a chuté encore de 5 piastres US là, lundi matin. C'est quand même... on dépend un peu de ça, hein, les marchés mondiaux dans tout ça. Mais si vous regardez, l'étude de faisabilité pour le projet du Lac-Bloom, il est public. Hein? Si vous allez sur le site internet www.sedar.com, sedar.com, c'est le site internet qui permet notamment aux entreprises qui sont cotées en bourse de publier, de faire des publications de leurs études. Et l'étude de faisabilité du Lac-Bloom est là, elle a 600 quelques pages. Et notamment, il y a une page qui traite des différents prix. Et l'hypothèse de l'entreprise pour notamment les 2 premières années d'opération, 2018-2019, ils établissent un prix à 55 $, ce qui est aujourd'hui... C'est à peu près le prix actuel à matin. Exactement là. ça. Donc, on voit une augmentation des prix du marché. C'est appuyé avec des prévisions d'économistes, de firmes spécialisées en recherche au niveau minier. Et on voit qu'aujourd'hui, mais c'est exactement le prix qui est prévu dans l'étude de On va quand même se souhaiter que ça arrête de baisser. Hein? Ben également, pour d'autres projets aussi dans le monde minier. Ben également, c'est ça. C'est que nous, ce qu'on réussit à avoir pendant ce temps-là, c'est d'avoir le maximum d'appui politique possible. Donc, la visite de Jean-François Lisée en fin de semaine dernière a donné son appui au collectif là, pour l'ensemble des mesures, donc y compris Champion, y compris Minarno. Puis on voit que autant du gouvernement que le ministre Arcan qui fait un super de bon travail, mais la députée de Duplessis, Lorraine Richard, fait un super de bon travail. Son collègue de René Lévesque a également donné son appui au collectif. Il y a eu Marilyn Gill, notre députée fédérale, qui a donné son appui. Lorsqu'on est allé à Québec le 10 mai, on a rencontré Alain Terrien, député de Sanguinet du Parti québécois, avec qui Lorraine nous a mis en contact, qui est porte-parole en matière d'économie, qui travaille davantage sur le côté fonds de diversification, fonds d'urgence. Et également, même le chef du Parti québécois lui-même, qui est venu ici la semaine dernière, donner son appui au collectif. Donc, on voit qu'actuellement, on travaille sur vraiment le niveau décisionnel d'impact à Québec pour justement faire avancer les dossiers de la région. Donc, différentes annonces qui ont été faites. On a éclairci le tout avec Steve Chapado de la Caisse d'économie, de la Caisse des jardins d'économie des mines, métaux et services publics de la Côte-Nord. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie des jardins des mines, métaux et services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et Valérie, ça complète notre émission du lundi 5 juin 2017. Demain, on va s'entretenir entre autres avec la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, à cette émission Côte-Nord Attitude. Ben, des choses à surveiller à Port-Cartier, hein? Ben oui, je pense qu'il y a une rencontre du conseil ce soir et il y a une annonce aussi là qui va être faite demain matin. Du côté de Port-Cartier, on en parle avec Violaine Doyle. Également, ben, plein d'autres sujets. C'est Tommy Auger qui sera en co-animation avec moi. Merci, bonne journée. Merci à toi, Jean. Au revoir.